lycéens. Alors évidemment, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'on va commencer par poser des questions nous, avec Mathieu à Laurent Cantet, et ensuite on va vous passer la parole, donc vraiment n'hésitez pas, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un tel cinéaste et qu'on a l'occasion de lui parler. Pour nous présenter, en fait, Mathieu et moi sommes les fondateurs de l'association Hors Champ, qu'on a fondée lorsque nous étions étudiants en cinéma, dans l'idée de rencontrer ceux qui font le cinéma, parce qu'on a un peu une frustration théorique. Donc on pose des questions que l'on se pose, nous, en tant que jeunes cinéastes. Aujourd'hui, l'idée de cette rencontre, c'est d'être assez rétrospectif, pas nécessairement de se référer à un film précis, surtout qu'il me semble que vous n'avez pas vu nécessairement le dernier. Donc voilà, on va revenir sur un peu la genèse du geste, peut-être le dénominateur commun de toute cette filmographie, et puis surtout, parler avec Laurent Cantet de ses conceptions, l'évolution de son œuvre, et puis voilà, on vous passera la parole ensuite. Merci d'accueillir Laurent Cantet. Alors, bonjour, et c'est vrai que ça fait plaisir de vous voir si nombreux et si jeunes dans la salle. Merci. Alors, hier, quand on s'est rencontrés pour préparer la rencontre, vous m'avez dit que vous ne saviez pas ce qui vous avait mené au cinéma. Pourquoi vous vouliez en faire ? Non, bien que j'ai commencé, moi, par avoir envie de faire de la photo, et progressivement, j'avais de plus en plus souvent tendance à faire des séries de photos qui étaient de plus en plus narratives. Et puis en même temps, à commencer à écrire des histoires dont je ne savais pas ce qu'elles étaient, enfin, si c'était un scénario ou juste un exercice d'écriture. Et bon, après, il y a eu un concours de circonstances qui a été essentiel pour moi. J'ai eu envie de me présenter au concours d'entrée à l'IDEC. L'IDEC, c'est une école de cinéma qui n'existe plus, qui a été remplacée par la FEMIS il y a une trentaine d'années maintenant. Et voilà, j'ai eu un coup de chance formidable qui a été reçu à ce concours, sans y croire du tout à l'époque. Je voulais le faire pour me dire que je l'aurais fait. Et pendant 3 ans, j'ai découvert d'abord vu beaucoup de films, fait des films pratiquement tous les jours, puisque l'école était essentiellement basée sur la pratique. On travaillait sur les films des copains, et ça a été 3 années assez essentielles et assez formidables, pendant lesquelles j'ai rencontré énormément de gens avec qui je continue encore à travailler. Donc, il y a une espèce de famille de cinéma qui s'est créée comme ça autour de moi. Et ça aussi, ça a été essentiel pour la suite. Ça m'a porté et ça m'a donné une confiance à un moment où je ne l'avais pas tout à fait. Et ça me semble être presque l'apport essentiel d'une école de cinéma aussi. C'est comment on peut d'abord se confronter à quelque chose qui, quand moi je suis rentré en tous les cas, était plus un rêve qu'un projet. Ou ce qui a pris corps à ce moment-là, et puis cette famille que je me suis créée, avec qui on a continué à avoir une pratique commune, c'est-à-dire en continuant à travailler ensemble après, sur des courts-métrages d'abord, et puis après sur des courts-métrages qu'on a fait les uns et les autres. Alors, il y a beaucoup dans vos films la question de la jeunesse et un attachement à l'adolescence. Ce qui nous intrigue, nous, c'est de savoir quels souvenirs vous gardez de cette période de votre vie. J'ai l'impression, étonnamment, que j'en suis très nostalgique, en ayant des souvenirs pas forcément très agréables.
Alors, est-ce que je suis nostalgique d'une certaine idée de l'adolescence et d'un mythe de l'adolescence qu'on véhicule assez régulièrement, ou est-ce que finalement les souvenirs que j'ai sont tronqués aussi. En tous les cas, moi, ce qui m'intéresse en filmant les adolescents ou les jeunes gens, c'est aussi de regarder une étape cruciale dans la fabrication de ce qu'on devient par la suite. On a l'impression que là, il y a tellement de choses qui se décident dans ces quelques années-là, il y a tellement de choses qu'on va revendiquer d'un seul coup et qui vont remplir vos vies, que ça me semble passionnant de regarder ce moment-là. Est-ce que ça implique des difficultés justement de travailler avec des adolescents et d'avoir plusieurs générations même qui vous séparent de ces sujets, des gens que vous filmez? C'est une question que je me pose effectivement, enfin même une question de légitimité. Quelle justesse je peux avoir dans mon regard quand je regarde des gens qui ont 40 ans ou 50 ans de moins que moi, 40 ans. Et en même temps, alors j'ai une façon de travailler qui, je crois, me protège un petit peu de regarder avec surplomb ce que je filme. J'écris évidemment un scénario en observant les gens autour de moi, en observant les situations que je peux rencontrer, et puis mais après j'ai toujours tendance à mettre à l'épreuve des acteurs qui vont l'incarner ce que j'ai écrit. Et donc parfois réécrire complètement une scène parce que après avoir travaillé avec un acteur, je me rends compte que je suis à côté de la plaque, qu'on peut l'enrichir avec ce qu'un acteur va m'apporter au moment d'une répétition ou même d'une mise en place d'une scène. On peut au dernier moment d'un seul coup intégrer quelque chose que je n'avais pas prévu. Donc voilà, il y a quand même cette collaboration très étroite avec les acteurs qui, à mon avis, protège un petit peu du regard du vieux con qui regarde. Par ailleurs, mes films ne sont pas uniquement des histoires d'adolescents. J'aimerais évoquer avec vous le caractère de la provocation. Parce que, par exemple, dans vos deux derniers films, soit Arthur Rimbaud ou L'Atelier, ce sont des personnages qui se définissent par la provocation, alors quel rapport vous y entretenez, la provocation en tant que cinéaste? Et puis surtout, pourquoi vouloir, dans ces deux derniers films, dépeindre ce caractère-là? Alors, moi, je ne crois pas que je sois un grand provocateur. Et que je n'ai jamais été parce que pourtant j'étais un adolescent très sage, qui faisait pas de vagues. Et alors, je pense que la provocation, là, c'est le sujet des deux films qui l'a amené de manière précise. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui est... D'abord, c'est un auteur de fiction assez fort, mais je pense que là, il y a une grosse différence entre l'époque où moi j'ai été jeune et aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'étais jeune dans les années 70, fin des années 70, où là la provocation avait un tout autre profil que ce qu'on voit aujourd'hui. C'était l'époque des punks, c'était l'époque on sortait de l'époque Baba et qui a déjà été une provocation, mais une façon d'être très en marge de la société, les punks encore plus. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la provocation, elle a intégré beaucoup plus les mécanismes de
de notre monde et les utilise plus qu'elle s'y oppose. Et elle les utilise pour s'opposer, mais enfin, il n'y a pas du tout. Alors, on ne cherchait quand les punks à l'époque ne cherchaient pas les followers ou les likes. Il a une envie très radicale d'être en opposition et donc d'être seul face au monde. Il y avait aussi certainement moins d'outils de promotion de soi et puis même de fabrication de tribus. Les tribus, elles étaient très locales. C'est vrai qu'aujourd'hui, les tribus, elles traversent le monde grâce au réseau, grâce à Internet, et que ça a quand même changé pas mal de choses. Alors, vous parlez de tribu, il y a beaucoup la question du groupe dans vos films, et dans les films de Robin Campillo aussi, avec qui vous avez travaillé plusieurs fois. Alors, comment ça fonctionne, vous, votre groupe d'écriture avec lui, par exemple? Ça c'est très très difficile à décrire. D'abord, effectivement, Robin Campillo, qui est le réalisateur de 120 battements par minute, de Eastern Boys et Les Revenants, c'est un de ceux que j'ai justement rencontré à l'IDEC et où on a continué à travailler ensemble depuis ce moment-là, et on est très amis et on se connaît suffisamment pour, même si ses préoccupations peuvent être parfois très différentes des miennes, pour en tous les cas avoir une façon d'envisager le cinéma qui peut se ressembler. Après, les séances de travail sont plus souvent des moments de discussion et de confrontation où on prend un café, on parle, d'un seul coup il y a une phrase qui surgit, qu'on va garder ou pas. Ça peut être des journées entières juste à parler autour du film avant de vraiment écrire. Est-ce que vous avez coécrit 4 films ensemble? Alors, est-ce que c'est vous qui faites appel à lui lorsque vous allez écrire un nouveau film? Enfin, pourquoi n'est-il pas toujours là? À quel moment arrive-t-il en fait dans votre processus d'écriture? Généralement, j'ai une idée générale de l'histoire que j'ai envie de raconter, et puis très vite, il entre ou scénariste, un autre scénariste entre en jeu et on commence à vraiment travailler. En fait, si j'ai arrêté de travailler avec Robin, c'est juste que lui-même s'est beaucoup plus consacré à ses propres films et que le planning, nos deux plannings ne permettent pas de continuer à travailler ensemble, mais ça a été un deuil assez compliqué à faire pour moi et j'espère pour lui. Quand on a décidé qu'on ne pouvait plus travailler aussi régulièrement, en tous les cas ensemble. Mais c'est vrai que ça relève à la fois d'une pratique commune qui s'est progressivement fabriquée au cours des 4 films ensemble. J'ai même fait un peu plus. Au moins 5. Ah bon? Et puis, oui, non, et qu'après c'est aussi basé au-delà de cette pratique d'écriture en commun, c'est aussi une vraie histoire d'amitié, et que ça me semble assez essentiel. Sur mes tournages aussi, j'essaye toujours de retrouver des gens avec qui j'ai envie de continuer à travailler. Enfin, il y a une fidélité comme ça de ce petit groupe qu'on a formé il y a pas mal de temps et qui, moi, me semble essentiel. Vous parliez de la confrontation dans votre processus d'écriture avec Robin, mais la confrontation, c'est aussi évidemment quelque chose qui est au cœur de vos films, qui est un vrai moteur de fiction. Et un jour, vous avez déclaré que c'est en s'opposant aux idées des autres que l'on peut s'assurer de celles que l'on a intimement envie de défendre.
Alors, vous arrive-t-il de faire un film aussi pour vous persuader de quelque chose? Non. Je fais souvent des films pour essayer de répondre à des questions que je me pose sur tel ou tel aspect de notre monde, sur la complexité de certaines situations. Et du coup, c'est plus les interrogations que les oppositions. Je pense que cette phrase que j'ai certainement dite, mais devait correspondre à devait répondre à la question de comment est-ce qu'on écrit à plusieurs. C'est vrai que moi, j'écris, je travaille assez lentement. Je ne fais pas un film tous les ans comme certains. J'ai besoin d'entrer dans le sujet, de me persuader que le sujet va m'intéresser assez pour que justement je puisse y passer 3 ans, 4 ans. Et je pense que je suis absolument incapable d'écrire seul parce que je doute beaucoup. Enfin, ce temps de travail dont j'ai besoin, c'est souvent un temps de doute. Et que douter seul me semble être une espèce de cul-de-sac. Quand je doute, je peux douter tout en me disant ouais, ça doit être vachement bien, ouais, non, c'est nul. Pour sortir de ce cul-de-sac, j'ai besoin par exemple, d'avoir le courage de défendre une idée face à celui avec qui je travaille, par exemple, parce qu'en la défendant, je m'auto-convainc de l'envie que j'ai de la causer. Et puis c'est vrai que quand on est deux à douter, on se dit bon, voilà, les doutes sont légitimes, et quand il y en a un seul qui doute et que l'autre réussit à le convaincre, forcément là on avance. Alors, je crois que vous travaillez depuis quelques années en multicam. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi ce dispositif? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le dispositif du multicam? C'est quand il y a plusieurs caméras en fait sur le même plateau, ce qui n'est pas tellement fréquent en fait. Souvent il y a une caméra, enfin plusieurs plans. La multicam, c'est quand il y a par exemple 2 caméras qui filment en même temps. Alors moi j'ai commencé à utiliser plusieurs caméras sur Entre les murs, parce qu'Entre les murs était un projet sur lequel j'avais envie que l'improvisation soit poussée le plus loin possible. Généralement, j'improvise avec les acteurs en préparant le film. Je suggère souvent des situations aux acteurs de s'approprier les idées que j'ai vaguement énoncées et puis de me montrer ce qui pourrait se passer. Là, après, je guide les improvisations vers ce que j'ai envie de privilégier. Sur Entre les murs, j'avais envie que ce travail-là se poursuive même sur le tournage, au point que du coup les acteurs n'ont jamais lu le scénario. Le matin, on arrivait avec l'équipe, j'allais voir les différents acteurs en disant alors, toi tu te rappelles, une fois tu m'as fait d'abord un atelier d'improvisation qui avait duré toute l'année scolaire, tous les mercredis après-midi. Et j'avais évidemment noté des phrases, des choses que j'avais envie d'intégrer au film. J'allais donc leur donner quelques points de repère comme ça, en leur disant alors, quand lui va parler de ça, j'aimerais bien que tu le recites, que tu me redises ce que j'avais dit il y a longtemps. Et puis quand lui va dire ça, toi tu vas réagir de telle manière. J'organisais en gros comme ça des réactions, et puis ensuite on lançait la séquence. Il y avait évidemment François Bégodeau, donc le prof, qui était lui-même l'auteur du livre dont on s'était inspiré, et qui avait été prof pendant longtemps, et qui donc savait comment une classe fonctionnait, savait aussi
exactement les étapes que moi je souhaitais retrouver dans le film. Donc menait la scène de l'intérieur. Moi, sur le côté, j'étais aussi en mesure de dire, sans arrêter les caméras, de dire, bon, attends, reprends ça, mais dis-le plutôt comme ça. Donc tout ça se passait de manière très, très organique, comme ça, sur le plateau. Et le fait d'avoir plusieurs caméras le rendait possible. Parce que, justement, on n'est pas... Vous savez, quand on tourne avec une seule caméra, on fait un axe, là, je filmerai la salle, et puis après, on retournerait la caméra, et il y aurait un gros plan sur moi, et puis on reviendrait à la salle, et puis un plan sur la question. Bon. Là, avec plusieurs caméras, on peut avoir une caméra qui filme ça, une caméra là, et une là, à la limite, si on en a 4, ou un plan plus large avec une caméra ici. Et du coup, on est dans une espèce de logique de la scène qui va progressivement se développer et qui va permettre aussi aux acteurs d'être portés par cette logique-là. Du coup, la conséquence de ça, c'est aussi que au lieu de découper mon film de manière précise avant de tourner, je fais un découpage je choisis des axes en disant voilà, ça va être l'axe le plus utile de la scène, celui-là va me servir beaucoup aussi. Je mets mes 2 caméras par exemple dans ces 2 axes principaux, puis on commence la scène au début et on va jusqu'au bout. Parfois, quand il y a de l'improvisation, ça peut durer 20 minutes. Et puis, la fois d'après, entre les prises, je vais resserrer un peu les choses en disant ça m'intéresse, ça tu l'oublies, ça on va le développer mais dans une autre scène. Et progressivement, on rejoue la scène un certain nombre de fois en raccourcissant, en étant de plus en plus proche de ce qui pourrait être monté. Et puis, quand je suis content de ces axes-là, je me dis, bon alors, ça c'est très bien, mais il va y avoir quelqu'un là-bas qui va intervenir souvent, donc il faut quand même qu'on l'ait aussi. Donc je mets une caméra sur l'intervenant, l'autre intervenant, et puis dans le cas d'entre les murs, par exemple, il y avait une caméra qui, de temps en temps, allait plutôt capter des choses totalement imprévisibles, qui étaient juste quelqu'un qui s'ennuie et qui se met à se balancer sur sa chaise, ou des choses comme ça. Donc une caméra qui allait à la pêche comme ça, mais toujours dans le rythme de la scène qui était en jeu. Et c'est une méthode que j'ai continué à utiliser dans tous les films depuis, avec les comédiens qui, au départ, on ne va pas refaire tout, et qui, au bout de 2 jours, donc, moi, je suggère qu'il y a une phrase que j'aimerais refaire, parce que techniquement, on a eu un problème. Généralement, les comédiens disent non, on fait tout. Parce qu'il y a quelque chose de presque naturel à travailler comme ça pour eux. Et il semble aussi que ce dispositif est apparu en réponse à une journée de tournage catastrophique, pour vous citer, sur l'emploi du temps, où vous n'aviez pas commencé la scène sous le bon axe, et qui vous avez en fait condamné à passer une journée terrible avec les comédiens. Alors, je me rappelle très bien de cette journée, oui. Mais donc, ça n'a pas beaucoup de rapport avec les caméras, enfin, avec le nombre de caméras. Non, ça, c'est juste que quand on tourne avec plusieurs caméras, il y a le même problème, qui est même parfois multiplié par 10, parce que justement, le fait d'avoir des axes, plusieurs axes en même temps, d'abord, parfois oblige à faire des concessions sur la largeur d'un plan, par exemple, parce que on a une caméra qui est derrière et qui serait dans le champ de la première caméra, et qui, du coup,
m'oblige à penser un peu différemment le découpage. Mais ce découpage, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une espèce de gymnastique de l'esprit continuelle, parce que tout se fait presque en temps réel. Il faut quand j'arrive le matin, je ne sais pas comment la scène va être découpée. Je ne sais pas si on va avoir 5 plans, un gros plan, des plans larges. Ce que j'aime bien, c'est mettre en place la scène dans le décor avec les acteurs, voir comment eux occupent l'espace, voir quelle distance j'ai envie d'avoir entre l'un et l'autre, des choses comme ça qui se matérialisent réellement seulement sur le décor. Et à partir de là, tout le travail de conception de la scène se met en place en étroite collaboration avec le chef opérateur, souvent, ou avec l'ingénieur du son qui va me dire non mais là, moi je ne veux pas filmer un plan large et le plan serré en même temps parce que évidemment les micros vont être trop éloignés du fait du plan large et donc on aura un son très distant même sur le plan serré, donc on ne peut pas faire ça. Voilà. En intégrant toutes les contraintes du décor, de l'image, du son, et aussi de ce qui s'est passé dans les premières mises en place entre les comédiens, c'est là que je construis vraiment la scène. Alors, en début de semaine, nous discutions avec Rebecca Zlotowski, qui est réalisatrice, qui nous disait le réalisateur, c'est le seul qui peut venir sur le plateau sans connaissances techniques, sans matériel comme les techniciens, ni même une préparation physique pour certains comédiens. Alors, selon vous, il faut venir avec quoi sur le plateau pour un réalisateur ? C'est vrai que c'est le métier qui, à la limite, ne nécessite pas de formation. Il n'y a pas de technique. Il y a 1000 façons de se présenter sur un plateau quand on est réalisateur, je pense. Je pense qu'il faut arriver avec une certaine confiance. Et cette confiance-là, on la transmet autour de soi à tous les gens qui vont travailler pendant 6 ou 8 semaines ensemble dans la même direction. Et cette confiance-là est importante aussi pour les acteurs. C'est-à-dire que si l'acteur sent qu'en face de lui, le réalisateur doute, je pense que ça se sent forcément. Et voilà, je pense que c'est ça, c'est réussir à... En fait, quand on commence un film, on fait un vrai pari. Les gens, on arrive à entraîner dans ce pari un producteur qui va chercher l'argent nécessaire pour faire le film, et puis ensuite on va trouver des comédiens qui vont avoir aussi l'envie de participer. Mais ces paris-là, il faut les entretenir. Je pense qu'il faut avoir cette confiance-là, même si certains jours, moi j'arrive sur le plateau, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'essaie de ne pas le montrer. Hier, quand vous parlez de ça justement pendant la rencontre, vous nous disiez que le cinéaste, c'est un peu un réalisateur, c'est un peu un métier pour Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Hein, c'est étrange, parce que à la limite, il n'y a pas de qualité prérequise, mais qu'en même temps, chaque film est une mise à l'épreuve. Moi, c'est un des sentiments que j'ai le plus de mal à vivre souvent sur les tournages, c'est la responsabilité qu'il y a justement à entraîner tout le monde derrière soi comme ça, en donnant le sentiment qu'on sait parfaitement où on va, et ça c'est une discipline qui moi me plaît beaucoup.
Et est-ce que les acteurs, par exemple, ont besoin de qualités prérequises? Et qu'est-ce que vous attendez d'eux? Comment se font vos choix? Surtout, vous travaillez beaucoup avec des acteurs amateurs. Oui, ça se... D'abord, je passe énormément de temps au casting, surtout effectivement quand il s'agit d'acteurs non professionnels. Là, il faut... le pari est encore plus grand que d'habitude. Est-ce qu'il y a de prérequis pour des acteurs? Est-ce que vous attendez d'un oui. acteur? Non, après, ce que j'aime beaucoup quand je travaille avec les acteurs, c'est justement ce que je racontais tout à l'heure, c'est une implication de leur part qui fait qu'ils deviennent un peu co-auteurs de leur personnage. Ça me permet, ça veut dire aussi que parfois les personnages que j'ai en tête dans l'écriture peuvent énormément changer parce que la personne que j'ai trouvée pour les incarner va faire évoluer le personnage vers quelque chose que je n'avais pas envisagé, mais qui d'un seul coup s'impose parce que l'incarnation est essentielle pour moi et que là ça marche. Il faut aussi que chacun y mette énormément de lui-même. Et c'est souvent ça que dans le travail avec les acteurs. Vous parliez du fait qu'en arrivant sur le plateau, on a forcément une responsabilité, on peut se demander parfois ce que l'on est en train de faire. Vous avez une palme d'or pour Entre les murs, qui est quand même la plus grande consécration qu'on puisse avoir en tant que cinéaste. Alors est-ce que ce prix vous a apporté peut-être une confiance, une légitimité qui vous a permis d'arriver différemment sur un plateau ensuite? Clairement non. Ça a été un moment génial, ça a été, je pense que ça m'a permis de faire le film suivant, qui était donc, qui s'appelle Foxfire, et qui était un film plus ambitieux, plus cher en tous les cas que le film précédent, tourné au Canada, une histoire américaine. Ce film-là, je pense que j'aurais eu du mal à le financer sans la palme. Il se trouve que le film n'a pas très bien marché auprès du public et que j'ai l'impression que j'ai perdu tous les points que j'avais gagnés. Et que c'est aussi quelque chose d'excitant, c'est de se dire que chaque film est un peu un premier film. Chaque fois, il faut le prendre comme ça en tous les cas. C'est-à-dire qu'on est toujours mis en danger aussi par le film qu'on est en train de faire et que ce danger-là, il est stimulant. Pour chaque cinéaste que l'on reçoit, on essaie de trouver le dénominateur commun de ces films. Aujourd'hui, j'arrive pas à le dire. Donc, on a réfléchi et en fait, ce qui revient dans chacun de nos films, c'est la solitude. Donc évidemment, c'est aussi un auteur narratif romanesque, mais chez vous particulièrement, plus que d'autres cinéastes. Alors du coup, deux questions. Pourquoi et surtout, vous, quel rapport entretenez-vous personnellement à la solitude? Alors c'est la solitude, mais c'est aussi la solitude dans le groupe, souvent. Qui renforce d'ailleurs qui renforce la solitude, mais je pense que c'est quelque chose que chacun peut trouver à son échelle, c'est-à-dire trouver sa place dans un groupe, trouver sa place après, plus largement, dans le monde tel qu'il est, ça me semble être effectivement la question existentielle la plus importante auquel on est confronté. Alors après, je pense que mes personnages me ressemblent peut-être un petit peu, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai certainement un peu ce profil-là d'avoir besoin des autres et en même temps de toujours me sentir peut-être un peu en décalage par rapport au groupe et que c'est un peu ce que j'illustre certainement dans les films. Parce qu'il y a deux types de cinéastes, pour ceux que l'on reçoit. Il y a ceux qui vont vers le cinéma pour cet aspect collectif, qui est le tournage, pour se sentir au milieu d'autres personnes et se sentir bien, et d'autres cinéastes qui, au contraire, se sentent très très seuls sur un plateau. Je pense par exemple au making-of de Détective de Godard,
il y a une scène incroyable où, au milieu du plateau, il s'engueule avec ses techniciens, il se sent extrêmement seul et il dit qu'il a hâte de faire des films sans personne. Non, moi, je pense que justement, le tournage, pour moi, c'est un moment de collaboration tellement étroite avec les gens avec qui je suis. Et puis, par ailleurs, j'ai le sentiment aussi que le film, tel qu'il apparaît à l'écran, porte en lui un peu l'histoire de sa fabrication. Et que l'ambiance du tournage transparaît. Du coup, c'est vrai que au-delà même du plaisir qu'il y a à travailler avec les gens que j'aime, il y a aussi l'impression que c'est presque essentiel pour le film qu'on prenne du plaisir à l'avoir fait. Et c'est vrai que quand un copain va commencer à tourner, je lui envoie souvent un texto en lui disant amuse-toi. Parce que d'abord, j'arrive pas tous les jours sur un tournage, pour s'amuser. Et puis parce que je pense que c'est aussi une des bonnes raisons qu'il y a à faire des films. Alors, il y a eu la création de la Cinétech, qui est une plateforme VOD créée par des cinéastes, dans laquelle on demande à d'autres cinéastes de faire des listes de films, de films de référence, des inspirations. Dans votre liste, on trouve Jack Arnold, Antonioni, Bergman, Besson, Fukara, Fellini et Godard, pour en parler. Moi, je me demande quelle place prennent les références en fait, sur un plateau particulièrement. Est-ce que c'est présent ou est-ce que c'est... Non, je ne pense pas avoir jamais pensé sur un tournage à telle ou telle référence. Je pense que par contre, je suis produit de tous les films que j'ai pu regarder, de tous les livres que j'ai pu lire, de toutes les rencontres que j'ai pu faire, et que ces cinéastes dont tu as parlé sont certainement ceux qui m'ont formé d'une manière très, très diffuse, sans que je puisse forcément même revendiquer un père spirituel. J'ai l'impression que je suis le produit de toute cette histoire-là. Et ça me permet peut-être effectivement d'aborder un peu la Cinétech. Est-ce que vous connaissez la Cinétech? Non? Alors je vais très rapidement faire de la pub pour un site qu'on a créé avec d'autres réalisateurs, avec Pascal Ferrand, avec Cédric Lapiche, et puis progressivement d'autres réalisateurs français se sont joints à l'aventure. On a eu envie de créer une plateforme sur laquelle on pouvait revoir des films qui sont de plus en plus difficiles à voir ailleurs, à savoir tous les films qui ne sont pas dans l'actualité de la sortie parce que je pense d'abord que c'est les films qui nous ont fabriqués en tant que cinéaste, en tant qu'être humain. Enfin, moi, j'ai été marqué par ces films-là. Et donc, on a trouvé le principe qui était de demander à des réalisateurs du monde entier de nous envoyer une liste de 50 films qui avaient compté pour eux. Alors, c'est pas forcément des grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, ça peut être aussi des petits films qu'ils ont vus, qui sont les seuls à avoir vus. Et on essaye de négocier les droits pour que le public puisse y avoir accès. Et donc, en plus des films, il y a aussi ces listes proposées par les cinéastes, et c'est toujours assez amusant de voir comment les cinéastes qui paraissent très très éloignés les uns des autres, finalement, ont des listes très semblables. Voilà, donc si vous avez envie d'y jeter un œil, ça s'appelle la Cinétech, et il y a de quoi occuper les soirées d'hiver de manière intelligente, je pense. Et puis après, il y a aussi même des bonus où les réalisateurs expliquent quel lien ils ont avec tel ou tel film de leur liste. Donc, voilà. C'est à la fois une plateforme où on peut voir 1700 films maintenant,
tous réalisés avant 2005. Mais c'est aussi un endroit où on peut découvrir, se faire une idée du profil de tel ou tel réalisateur à travers sa liste et ces petites capsules vidéo qu'on met. C'est un peu le Netflix des cinéphiles. C'est un Netflix qui n'est pas, qui est moins directif. C'est-à-dire que il n'y a pas de. On ne vous dit pas, vous avez aimé tel film, donc vous aimez celui-là. Au contraire, là, c'est. Vous êtes le réalisateur, donc vous aimerez peut-être ces films. Voilà. Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Ah, oui, monsieur. Attendez, il y a un micro là, Mathieu. Bonjour. Alors déjà, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur la Cinétech, je ne peux que souscrire et inviter toutes les personnes, parce que c'est vraiment une possibilité de voir des films anciens, en noir et blanc, ou des films plus récents, et c'est vraiment, il y a un catalogue qui est vraiment génial, je trouve. J'avais juste une question sur Entre les murs qui n'est pas vue, mais vous me semblez, alors ce sont des impressions superficielles, hein, mais vous me semblez très éloigné en fait du personnage de François Bégodeau en fait. Est-ce que vous vous êtes retrouvé sur un livre ou sur ce qui a donné qui a fait le scénario du film, ou vous vous êtes retrouvé avec le personnage? Parce que Bégodeau me semble très éloigné quand on l'entend parler. Vous êtes porteur de quelque chose qui est très sympathique. Vous êtes un branleur. Voilà, j'en fais partie également, d'à peu près le même âge, je suis un peu plus âgé que vous. François aussi. Mais alors, il ne fait pas du tout branleur. Voilà, et il est pétri de certitude quand on l'écoute. Hein, et vous me semblez très très éloigné. Voilà, c'est une petite question. Juste pour ma curiosité personnelle. Bon, la collaboration avec François a été très étroite pendant tout le tournage, au point qu'il a par exemple participé à tous les ateliers d'improvisation chaque semaine avec les élèves, parce qu'au départ, il n'était pas du tout évident qu'il joue le rôle et qu'il ne tenait pas vraiment. Et en expérimentant la chose tout au long de l'année, il s'est progressivement convaincu qu'il pouvait le faire. Et puis, bon, il y a eu un respect mutuel de ce que chacun pouvait apporter au projet. Et c'est une relation plutôt très très agréable et riche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, bonjour. Au même moment, presque deux films au sujet identique sont réalisés. L'un par vous, c'est L'Emploi du temps, l'autre par Nicole Garcia, c'est L'Adversaire, sur l'affaire Roman. Je voulais savoir, depuis longtemps, le jugement que vous portez sur le film de Nicole Garcia, qui est, je trouve, les deux très réussis, mais pour des raisons totalement différentes. Je voudrais savoir, vous, votre sentiment sur le film de Nicole. Pour situer au public, c'est deux films où le personnage principal ment à sa famille. Non, sa famille, et puis ça va Alors, beaucoup plus dans un loin que ça, vicieux, puisqu'il va jusqu'à les assassiner pour que, voilà, c'est une affaire, un fait divers hautement tragique. Moi, quand j'ai eu envie d'écrire L'Emploi du temps, d'abord, le roman de Carrère, le livre de Carrère n'était pas ce qui m'intéressait, c'était de créer un personnage qui soit justement dans cette espèce de double vie, de création presque instantanée d'un scénario de vie mis à l'épreuve de ses relations avec les uns et les autres, être sûr de ce qu'on invente, être sûr de trouver une cohérence. Ça, c'était pour moi le point de départ, et c'est vrai que l'affaire Roman avait eu lieu quelques temps plus tôt. Je pense que le jugement n'était même pas encore donné. Et que
ce que j'avais retenu de l'histoire, c'était pas les meurtres, c'était la complexité psychologique de ce personnage. Je venais de faire aussi mon premier film, donc Ressources humaines, où il était question du monde du travail, mais vu du côté de l'entreprise, de l'usine, avec un travail très concret des ouvriers, et regarder un travail plus abstrait, si on veut, qui est le travail des cadres et la difficulté que certains peuvent avoir à se projeter dans la vraie vie à travers une activité qui est complètement, qui semble être, en tous les cas, très immatérielle, me semblait intéressant. C'était une autre façon de regarder le monde du travail et la place qu'il occupait dans la vie de chacun d'entre nous. Ça, c'était un deuxième facteur qui m'intéressait, parce que le personnage, la duplicité du personnage est essentiellement une façon d'échapper à ce monde du salariat dans lequel il étouffe. Voilà, en fait, plus que l'histoire de Jean-Claude Roman, c'était ces choses-là que j'avais envie de raconter. Et puis je me rappelais avoir lu un article où on écrivait la vie quotidienne de Jean-Claude Roman sur les autoroutes, où il cherchait à échapper à sa vie, à la vie qu'on lui avait destinée. Et le film s'est constitué progressivement autour de tout ça. Mais je ne voulais surtout pas faire un personnage monstrueux. Et c'est vrai que ce qui a fait le fait divers de Jean-Claude Roman, c'est quelque chose évidemment totalement monstrueuse pour moi, d'avoir réussi à mentir. Je trouve ça plutôt fascinant, en arriver à tuer femmes, enfants, parents, quelque chose que je ne me sens pas capable d'assumer. Donc je n'ai pas raconté l'histoire de Roman. Nicole Garcia est vraiment partie du livre de Carrère qui retrace l'ensemble de l'histoire. Et donc, je crois que les films sont très très différents, même dans l'envie de raconter cette histoire au monde. La double vie, qui est thématique que vous explorez aussi dans votre dernier film, Arthur Rimbaud. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le synopsis du film, mais c'est un jeune auteur voilà, qui arrive au devant de la scène avec un très beau livre et qui, en fait, on découvre qu'il a un avatar numérique, Arthur Rimbaud, qui écrit des tweets homophobes, antisémites, misogynes. Alors, ce film, est-ce que c'était aussi une manière de réexplorer cette thématique avec cette nouveauté qui est le numérique et les réseaux sociaux? Oui, effectivement, c'est de toute façon, la duplicité est là aussi un moteur de fiction formidable. Ce qui m'intéressait là, c'était de regarder ces réseaux sociaux, dont j'ai l'impression qu'ils occupent une place de plus en plus grande dans nos vies, mais qu'on ne questionne pas beaucoup. On ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on est en train de... à quel rôle on joue dans cette histoire-là quand on écrit un message en quelques secondes sur son clavier de téléphone. Donc ça m'intéressait. Et puis c'est vrai que l'anonymat que autorisent les réseaux sociaux favorise aussi cette simplicité, le fait de pouvoir être à la fois un auteur à succès et l'auteur de choses totalement inadmissibles, me semblait être intéressant à regarder. Comment est-ce que dans un même cerveau peut habiter ces deux aspects du personnage. Et là, c'est des questions qui sont posées à moi et
essayer d'observer de manière précise sur l'ensemble du film. Je ne cherche pas forcément de réponse, parce que je pense que la complexité des personnages, la complexité de la situation est telle qu'il n'y a pas une réponse à donner à tout ça. Par contre, ce que j'ai eu envie, c'est d'en explorer différents aspects en le faisant se confronter à des interlocuteurs qui vont les renvoyer à des questions qui progressivement vont aussi modifier le regard qu'il a sur l'image. C'est un cheminement intérieur qui va faire que de cette double vie, on va essayer de retrouver une cohérence. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je voulais savoir sur l'ensemble de vos films, quel est celui qui vous a donné le plus de satisfaction à tourner, dont vous avez l'impression d'avoir fait bien ce que vous vouliez faire. Et puis, autre question aussi, dans n'importe quel film, quel est le moment qui vous intéresse le plus? Est-ce que c'est la préparation? Est-ce que c'est le tournage? Ou le montage? Alors, je ne sais pas, le film, j'ai le sentiment d'avoir peut-être le plus... je suis incapable de répondre à ça. C'est souvent le dernier. On a toujours l'impression que le dernier est un peu plus agréable à faire que le précédent. En fait, je pense que c'est vraiment faux. Le moment le plus important pour moi, c'est certainement le tournage, parce qu'il y a quand même le sentiment que voilà, dans ce petit moment où on va mettre en place une scène, où on va décider que ça y est, on a tourné la scène telle qu'on le voulait, il y a quelque chose d'irrémédiable. Une fois que la scène est tournée, une fois qu'on est reparti du décor, une fois que le tournage est terminé, il faut faire avec ça. Et je pense que chacun, sur un tournage, a ce sentiment-là, et qu'il y a une concentration, une espèce et puis parfois des tas de grâce qui se produisent justement du fait de du côté irrémédiable de ce qu'on est en train d'y faire. Après, au montage, on peut toujours triturer une scène pour essayer de la sauver, mais c'est rarement satisfaisant pour moi. J'ai le sentiment que, voilà. Et par ailleurs, c'est le moment aussi où d'un seul coup, ce qu'on a pensé un petit peu seul dans son coin va se matérialiser, et il y a parfois des vrais moments d'émotion. On est presque surpris que ce qu'on avait imaginé sur le papier fonctionne comme ça. Une question là-bas. C'est fini, plus de questions? Juste derrière. Alors, bonjour. Moi, j'avais une question, c'est sur les acteurs entre les murs. En fait, est-ce que les élèves, enfin les acteurs, ils se connaissaient déjà, genre c'était une classe, ou est-ce que vous les avez trouvés au fur et à mesure et ils ne se connaissaient pas du tout? Non, alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a organisé dans un collège un atelier d'improvisation pendant toute l'année scolaire, tous les mercredis après-midi. Donc, au début, j'avais ouvert l'atelier aux classes de 4e parce que j'avais l'impression que c'était à peu près l'âge qui m'intéressait, et que si les 3e auraient été mobilisés par leur brevet sur la fin de l'année, que par ailleurs ils seraient peut-être déjà partis sur d'autres aventures pendant l'été où on avait tourné. Et du coup,
eu au départ une cinquantaine d'élèves qui sont venus pendant les premiers ateliers, et puis finalement les plus intéressés sont restés, les autres ont préféré aller faire du foot ou autre chose et ont quitté progressivement. Et au bout de quelques mois, on s'est constitué le noyau comme ça de 23, 24 élèves qui sont restés jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait de casting. Après, j'ai distribué les rôles au sein du groupe, mais je n'ai pas choisi tel ou tel élève. J'ai joué avec ceux qui étaient suffisamment motivés pour être restés tout le temps, tout le long de l'année ensemble. Donc ils se connaissaient d'abord parce qu'ils étaient dans la même école, que certains se connaissaient depuis la maternelle parce qu'ils étaient dans le même quartier. Tous n'étaient pas dans la même classe au moment où la classe est une classe un peu composite quand même, mais oui, il y avait déjà une connaissance, une confiance parce qu'ils se connaissaient très vite depuis très longtemps. Et les profs qui jouent dans le film sont aussi les profs du collège. Là aussi, il y avait une histoire commune qui nous a certainement aidé à être aussi bien face à face. Une dernière question? Là-bas, on en a pas. Moi, je me demandais à quel âge vous êtes dit que vous vouliez faire réalisateur et à quel moment vous vous êtes intéressé vraiment au monde du cinéma. En tant que spectateur, j'ai très tôt regardé, vu beaucoup de films. Alors que j'habitais dans une petite ville, donc il y avait un cinéma d'arrêt-essai où je réussissais à voir un film par semaine, et puis des cinémas plus commerciaux, où je voyais un film de temps en temps aussi. Et puis j'ai aussi une grande partie de ma culture cinématographique qui s'est faite grâce à la télévision. À l'époque, il y avait encore une télévision qui faisait un gros travail qui montrait des films les ciné-clubs du vendredi soir, les ciné-clubs du dimanche soir, et ça j'en ai fait rarement un. Par la suite, je suis allé vivre dans des villes plus importantes, j'ai pu voir de plus en plus de films, et c'est ce qui a été décisif pour moi, c'était ce plaisir que j'avais à voir des films. Après, la décision d'en faire est venue, comme je le disais tout à l'heure, de manière presque accidentelle. Ça pouvait être un rêve auquel je ne voulais pas vraiment croire. Les circonstances ont fait que c'est devenu une réalité. Alors, au départ, même en sortant de l'école de cinéma, je disais que oui, j'avais essayé de faire des courts-métrages, mais j'avais commencé par me diriger vers la prise de vue. Parce que j'avais fait de la photo avant, que c'était quelque chose qui me passionnait, et que pendant quelques temps, j'ai été chef opérateur sur des courts-métrages, sur des documentaires, avant de franchir le pas vers la réalisation. Merci beaucoup. Donc, bonjour. J'aimerais savoir, moi, si la crise qu'on traverse actuellement, ça a changé votre façon de réaliser des films ou pas du tout? Alors, ce film-là, mon dernier film, en fait, a été fait avant la crise. On a été arrêté au milieu du tournage, au milieu du montage par le confinement. Alors, forcément, là, je suis en train de commencer à penser à un prochain projet, et ce que je constate, c'est d'abord que j'ai de plus en plus de mal à me projeter dans un avenir professionnel, même,
Qu'est-ce que ça veut dire que d'aller faire un film alors qu'on va être peut-être à nouveau confiné, peut-être. En même temps, je pense qu'il y a de plus en plus de bonnes raisons de se dire que c'est bien de penser notre monde, même à travers un film, à travers un bouquin, et que la réalité nous fournit aussi des questionnements qui peuvent être plutôt assez passionnants à développer. Après, il y a la crainte de modification dans la façon dont les gens vont regarder des films. Est-ce qu'on va continuer à avoir des salles qui se vident alors que les plateformes montrent tout et n'importe quoi sur chez vous moi, je fais le pari qu'on va avoir envie de retourner au cinéma, qu'on va avoir envie de voir des films ensemble pour pouvoir en parler, et non pas de manière très individuelle chez soi. Et c'est vrai que ça nous donne envie de continuer, en tous les cas, à défendre l'idée que le cinéma, c'est avant tout dans une salle qu'on devrait le voir. Voilà, pour finir cette discussion, il y en avait une autre, une dernière. Bonjour, je voulais savoir si suite à votre film L'Atelier, est-ce qu'il y a des écrivains qui sont venus vous trouver pour vous dire que ça leur avait donné l'idée de proposer des ateliers d'écriture avec des jeunes, ou même des moins jeunes, avec des adultes, en tout cas dans l'esprit de co-réaliser un roman avec des écrivains amateurs et pas que des cinéastes amateurs. Enfin, je suis plus dans le domaine de la littérature, mais c'est un peu le thème du film L'Atelier. On a eu ce genre de retour, mais d'ailleurs c'est une pratique assez courante et de plus en plus courante. Les ateliers d'écriture sont alors à la fois, ça peut être soit adressé à des adultes qui ont toujours envie d'écrire et qui se confrontent à la pratique, en tout cas à travers les ateliers. C'est aussi effectivement des choses qui sont proposées à des jeunes gens. C'est de plus en plus, il y a de plus en plus souvent ce genre de propositions. Moi, je me suis inspiré pour faire le film d'un atelier d'écriture qui s'était tenu à La Ciotat, là où j'ai tourné, au moment de la fermeture des chantiers, pour justement essayer de faire que les jeunes, enfin c'était pas mal de temps après la fermeture, que les jeunes se réapproprient ce passé ouvrier de la ville. Et ça m'a donné le sentiment qu'il y avait quelque chose qui pouvait devenir le dispositif central du film, parce que c'était une façon de confronter les idées de plusieurs personnes. C'était une façon d'explorer aussi les préoccupations de ces jeunes gens qui étaient réunis autour d'une table pour faire quelque chose ensemble. Et puis, effectivement, c'est jamais facile. Jamais facile de tomber d'accord, d'accepter de réfléchir à une idée qui n'est pas celle que vous aviez au début. Tout ce travail-là est presque aussi important que le travail littéraire lui-même. Et une dernière question, je propose au cinéaste que l'on reçoit, c'est rétrospectivement, en tout cas jusqu'aujourd'hui, que vous avez appris et apporté votre métier. D'abord, je pense que j'ai du mal à faire une vraie différenciation entre mon métier et ma vie. Ce qui
dans le cadre de beaucoup de métiers, me terroriserait, et là, pas vraiment moins dans le cadre de celui-ci, parce que je pense que ça se nourrit aussi de toutes les expériences qu'on accumule, que ça crée des expériences aussi qui, du coup, m'enrichissent. Quand je dis que mon envie de travailler sur tel ou tel sujet vient des questions qui me sont posées par quelque chose et que j'ai envie de les fouiller, c'est une façon aussi de dire voilà, que je m'enrichis à chaque fois que je pense un film et que je le fabrique. Donc voilà, je pense que c'est cette accumulation d'expériences qui me fait vivre et qui me nourrit. Eh bien, merci beaucoup Laurent Cantet, merci à vous pour vos questions. Sachez que sur notre site hors champ, vous pourrez retrouver plus de 300 captations de masterclass, à la fois les nôtres et d'autres du monde entier. C'est une bibliothèque qui comporte plein de leçons de cinéma.